France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, les manifestations contre la loi El Khomri sur nos 3 départements. Plusieurs milliers de personnes ont défilé calmement dans les rues de Grenoble. Ils étaient beaucoup plus discrets à Chambéry avec un défilé de 150 personnes environ, tout comme à Annecy, 150 personnes également. Chaque printemps, c'est l'invasion dans les lacs de montagne. La campagne de prévention annuelle contre la puce du canard vient de démarrer. La chasse aux mollusques porteurs de la bébête est lancée au lac du Bourget, notamment en Savoie. Et puis un spectacle solidaire pour venir en aide aux victimes d'une maladie rare, le syndrome de Dravet, une forme d'épilepsie sévère qui entraîne des troubles du comportement chez l'enfant. Vous entendrez le témoignage de Dorian, victime de ce trouble. À 19h30, vous retrouverez l'édition nationale avec Carole Gessler qui reviendra bien sûr sur les manifestations contre la loi travail et sur cette explosion survenue dans une usine de la zone industrielle de Bayonne. Elle a fait 2 morts et 7 blessés. Plusieurs bâtiments ont été complètement soufflés. Les dégâts sont impressionnants. Un accident sans doute déclenché par un problème de soudure alors que des ouvriers travaillaient sur le site. Dans les Alpes, 4000 manifestants selon les syndicats, 1 millier selon la police. Les opposants à la loi El Khomri ont à nouveau battu le pavé aujourd'hui à Grenoble, à l'appel de 7 syndicats. Tout s'est déroulé dans le calme cette fois-ci. En ligne de mire, l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi en force. Aurélie Massé, Cédric Picot. 11h ce matin, quelques minutes après avoir quitté la place de Verdun, changement dans le tracé prévu. C'est vers la permanence de Geneviève Fioraso, députée socialiste, que se dirige le cortège. Accès barré par les CRS, les slogans fusent. Pour les opposants au projet de loi travail, le recours au 49.3 est un déni de démocratie. C'est inadmissible de passer en force sur une loi qui est contraire à ce que les salariés veulent. Le contenu de cette loi, ce qui est grave, c'est qu'on va créer du dumping social au sein des mêmes entreprises, du même secteur d'activité. Lidl, demain, va payer ses salariés en heures supplémentaires à 10%. Carrefour va être obligé de faire pareil, voire même à ne pas les payer puisqu'ils vont annualiser les temps de travail. Une mobilisation moins forte pour cette journée d'action intermédiaire. Mais peu importe pour les manifestants, l'important était de maintenir la pression avant le débat sur la motion de censure à l'Assemblée nationale. Cette date, ce n'était pas la principale date de manifestation. La semaine prochaine, ça sera une grosse date de manifestation, ce sera le mardi 17. Là, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de monde dans la rue. On voit que les mouvements Nuit debout continuent et qu'en général, la mobilisation continue. Et je pense qu'avec ce 49.3, qui est un symbole politique fort, la mobilisation va continuer et va continuer à prendre de l'ampleur. Pas de heurts, ni de débordement cette fois. La manifestation a pris fin vers 13h devant la gare de Grenoble. Nous, on est contents que ça se déroule dans le calme. Nous, notre intérêt, c'est d'élargir le mouvement, pas de casser les vitrines. C'est pas ça que nous, on veut. Nous, on va avoir le plus de gens possible qui, au-delà de la signature de la pétition et de leur rejet de la loi, s'impliquent contre la loi. Mardi, la manifestation avait en effet dégénéré et un jeune homme de 20 ans avait été placé en garde à vue. Jugé aujourd'hui, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis et de 105 heures de travaux d'intérêt général. Et on a appris il y a quelques minutes que la motion de censure de la droite a été rejetée. La loi travail est donc officiellement adoptée. Les manifestations toujours moins démonstratives à Chambéry, en Savoie, où quelques 150 personnes seulement se sont mobilisées contre la loi travail, avec bien sûr le soutien des syndicats. Et ils n'étaient pas plus nombreux à Annecy, en Haute-Savoie, où moins de 200 personnes ont également défilé dans la ville. « 170 militaires du 27e BCA d'Annecy sont partis hier soir pour le Nord Mali, une mission de 4 mois pour lutter contre les organisations djihadistes qui sévissent là-bas. Après la cérémonie officielle, ils ont pu embrasser leurs proches une dernière fois avant de décoller pour l'Afrique. Jordan Guéant, Maxime Kemener. 22h hier soir, les dernières accolades, les derniers baisers. Même l'obscurité du quartier Tom Morel ne parvient pas à cacher les yeux embués, les quelques larmes de famille tenues à l'écart des micros et caméras. On laisse les familles, pour certains on laisse les enfants et il y a toujours une forme de déchirement. Voilà. Donc la mission est pour 4 mois, ça peut être relativement long. Mais je ferai
Quelques minutes plus tôt, le colonel a transmis ses dernières consignes. Pas d'imprudence, de la force et du courage. Un message reçu 5 sur 5. C'est 4 mois de préparation. Et là, à la fin, on va dire que c'est un peu là, un aboutissement. Parce que c'est assez long, c'est assez endurant, ça prend beaucoup de temps. Et quand on arrive au final, le jour J, on est content. Tiens Mémère, tu peux partir. Car au Mali, la mission est placée sous le signe de la lutte antiterroriste. Les 170 hommes partis hier soir seront déployés dans le nord du pays, une zone stratégique toujours sous tension. Notre mission a deux aspects. C'est de continuer à affaiblir les réseaux des groupes armés terroristes sur le théâtre, notamment en agissant sur leur flux logistique, de façon à limiter leur liberté d'action et donc leur capacité de nuisance. Et un deuxième aspect de la mission, donc, c'est de former les forces partenaires, essentiellement les forces armées maliennes. Dans quelques jours, un autre contingent quittera Annecy. Au total, plus de 300 chasseurs alpins seront déployés sur place cet été pour une mission de 4 mois. Retour prévu fin septembre. Que se passe-t-il au 19 avenue de Genève à Ambilly, en Haute-Savoie? Depuis 6 mois, l'eau coule à flot sous un immeuble et les sous-sols sont inondés. Mais la fuite reste introuvable. Les expertises se succèdent sans succès au grand désespoir des propriétaires. Ariane Comsavari et Christian Mathieu. Dans le sous-sol de cet immeuble de 6 étages, depuis 6 mois, l'eau coule à flot. Une fuite impressionnante, 45 mètres cubes à l'heure. On a dû, en urgence, à nos frais de la copropriété, on a dû installer des pompes de relevage qui sont à quelques mètres pour évacuer cette eau en permanence. La soixantaine de copropriétaires se sent un peu abandonnée. À leurs yeux, il s'agit d'une fuite du réseau d'eau potable. Comment on peut laisser ça comme ça, que c'est une situation anormale, que ce serait une priorité à traiter, et on laisse ça traîner depuis des mois. Des fuites, il n'y en a pas, affirme le gestionnaire de l'eau, Anne Massaglo. Le problème viendrait d'ailleurs, c'est en tout cas l'hypothèse de ce fontainier. Alors, regardez, hop, on fait ça, et c'est pas normal que ça s'enfonce comme ça. Selon lui, les eaux pluviales s'accumulent sous les fondations depuis la construction de l'immeuble en 2010. L'immeuble, il flotte pas, parce qu'il est lourd, mais il repose sur de l'eau, quoi. Sur un terrain qui est gorgé d'eau. Donc l'eau a trouvé un endroit pour s'évacuer, et en l'occurrence c'est dans les caves. Des travaux doivent être entrepris en urgence. Le bâtiment n'est pas en péril, mais le maire s'interroge sur un éventuel défaut de construction. La coupe est un peu pleine, sans reprendre de mauvais jeux de mots, et il faut aussi que le constructeur vienne s'expliquer. Et nous allons l'interroger très prochainement, parce que c'est aussi à lui de nous dire un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément résolues. Une détermination des élus plutôt tardive, mais enfin rassurante aux yeux des propriétaires. A signaler cet accident survenu cet après-midi sur la route de Thonon, juste après la commune de Siers. Un camion transportant du lait de craie, c'est un produit qui sert dans la fabrication du papier, s'est renversé sur la chaussée. 2 voitures sont impliquées dans cet accident qui n'a fait qu'un blessé léger. Une trentaine de pompiers sont intervenus. Une déviation a été mise en place. Elle sera maintenue dans la soirée. Image de Jean-Pierre Rivet. La chasse à la puce de canard est lancée. Ce parasite qui se trouve dans nos lacs alpins est le cauchemar des baigneurs. Il provoque des piqûres et des démangeaisons désagréables. En cause, les mollusques porteurs de cette puce. Exemple au lac du Bourget en Savoie. Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Une drôle de machine à demi immergée dans les eaux du lac. Les grands moyens pour lutter contre un ennemi pourtant minuscule, la cercaire. Un parasite plus connu sous le nom de puce du canard qui se dépose sur les mollusques d'eau douce et peut très vite proliférer. Sur la plage ici du Bourget, on a à peu près sur 1 mètre carré, on a une cinquantaine de mollusques. Vous voyez, on peut se retrouver facilement avec 5 mollusques qui sont infestés par la cercaire. Et sur des cercaires, il peut en sortir 10 000 par mollusque, quoi. Grâce à ces mollusques, les larves qui aiment le sang chaud peuvent donc passer à l'attaque. Un cauchemar pour les baigneurs, car les piqûres de la bestiole, bien que bénignes, sont fort déplaisantes. Alors pour détruire l'intrus, la chasse aux gastéropodes est sans merci. On les brasse, on les écrase, on les enfouit. Moins il y aura de mollusques, moins il y aura d'autres, donc moins de puces du canard.
Et cette opération de destruction massive va durer plusieurs jours sur les principales plages du lac. Elle sera même renouvelée à certains endroits juste avant l'été, au moment où la température de l'eau favorise la reproduction des larves. C'est important, il y a de plus en plus de monde qui viennent se baigner au bord du lac du Bourget, profiter du lac du Bourget. Et on veut qu'ils se baignent en parfaite sécurité. Et c'est vrai que cet effet plus de canard, en amont, c'est important de pouvoir de limiter son effet avant la saison. Et pour finir, 2 conseils: ne pas nourrir les canards du lac afin d'éviter les regroupements d'individus infestés, et bien se rincer et se sécher après la baignade pour faire tomber les larves. Retour en Haute-Savoie, à Évian-les-Bains précisément, où se tenait le congrès de l'Association des élus des territoires touristiques, en présence de Martine Pinville, la secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat. Au cœur des débats cette année, la loi NOTRe et ses conséquences sur le tourisme. On écoute à ce sujet Marc Francina, c'est le député maire d'Évian. La loi NOTRe, on ne sait pas comment ça va se terminer, c'est dans un flou le plus complet. Les compétences touristes, qui va prendre des compétences touristes, l'Interco qui va nous prendre, ceux qui ont des marques comme Évian peuvent garder le marketing et le tourisme pour eux, mais c'est un bordel sans nom. Les mots sont clairs. Grand coup de balai sur les pistes de ski. Aujourd'hui, dans une centaine de stations des Alpes, pour la 2e année consécutive, le syndicat des moniteurs de ski, aidé par des associations de défense de la nature et des bénévoles, ont débarrassé les pistes des principales ordures héritées de l'hiver. Exemple, à Méribel, en Savoie, Xavier Schmitt et Florine Eba. Un gobelet, une bout de ficelle, du carton. Papier, plastique, mégots, on trouve de tout ou presque lorsque la neige a fondu. Les skieurs sont partis, mais les pistes mises à nu gardent les traces de leur passage. Une 50aine de bénévoles sont à l'ouvrage, pompiers, personnel de la station et moniteurs de ski. L'été, on laisse la place aux moutons et aux vaches. Et c'est pas bon le plastique pour ces petites bêtes. Donc voilà, c'est pour ça. Méribel est l'une des 15 plus grandes stations alpines. 8000 lits, 1 million de journées skieurs. Les services municipaux ont fort à faire quand vient le nettoyage de printemps. D'où l'idée de leur donner un coup de main éco-citoyen. Même les écoliers sont de la partie. En hiver, il y a les skieurs qui jettent des papiers, des briquets. Et du coup, nous, l'été, on est obligé de tout ramasser. Il y en a beaucoup de déchets? Oui, beaucoup. L'opération nationale est orchestrée par le syndicat des moniteurs de ski. Une centaine de stations apportent leur contribution pour une journée. Les moniteurs de ski sont également, pour certains, éleveurs, agriculteurs et utilisent également la montagne au travers de leurs activités estivales, que ce soit donc moniteurs de VTT, guides de haute montagne, moniteurs d'escalade. Donc on est de ce fait-là très sensible à l'environnement dans lequel on évolue. L'association partenaire Vacances Propres a compté l'an dernier 70 tonnes de déchets ramassés dans les stations de montagne. Après 3 mois de travaux suite à un énième glissement de terrain, la route des gorges de l'Arly rouvrira demain vendredi dans l'après-midi vers 16h a priori. Il y aura encore 2 secteurs où la circulation est alternée, mais la Savoie et la Haute-Savoie seront à nouveau réunis. Les détails sur notre site alpes.france3.fr. En Isère, Décibel organise tous les ans un spectacle dont les bénéfices sont reversés à une cause. Cette année, l'association vient en aide à ceux qui souffrent du syndrome de Dravet, une maladie rare et très handicapante. Dorian est atteint de cette maladie. Il est lui-même chanteur à Décibel. Écoutez et regardez ce reportage de Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet qui l'ont suivi lors de la préparation du spectacle qui sera donné ce soir à 20h dans la salle Lossi de Gières en Isère. Décibel, c'est un groupe d'amis qui chantent pour se faire plaisir et qui, depuis l'an 2000, consacre chaque année un spectacle à une cause noble. On a chanté pour Grégory Le Marchal, pour la polyarthrite rhumatoïde, les Restos du Cœur. C'est un sacré travail, c'est très difficile parce que il faut se mettre un peu dans la peau de la personne qu'on a en face. Voilà.
Et cette année, Décibel consacre son prochain spectacle au syndrome de Dravet dont souffre Dorian. Les premiers symptômes apparaissent à l'âge de 5 mois suite à l'injection d'un vaccin, mais sa maladie n'est véritablement identifiée qu'il y a 6 ans. Une mutation d'un gène qui engendre de graves crises d'épilepsie et des altérations plus ou moins importantes du comportement et des apprentissages. Et ça, par exemple, pour le mercredi matin. Désormais, sa vie est intimement liée au service d'activité de jour de l'AFIPAIM de Grenoble. Le travail qu'on fait ici, nous, c'est vraiment de pouvoir que les personnes qui viennent ici puissent mettre en place leurs compétences, parce qu'elles ont toutes des compétences, leurs capacités, de pouvoir les développer ou de les maintenir. Voilà, ça c'est vraiment la base de notre travail. Après, il y a tout un travail sur comment on est avec l'autre. Dorian préfère les activités d'intérieur, la cuisine ou encore comme ici, la rédaction de questions pour un champion, un jeu dont il est fan. Il répète pas mal d'adjectifs pour dire la même chose. Il y a un côté vachement dans l'accumulation, dans la persévérance. Ah ouais. Il remplit les cartes jusqu'au bout. Ouais. C'est super créatif, c'est assez coloré. Enfin, je trouve que c'est joli. Ouais, c'est joli, mais ouais, je trouve que ça vient dire pas mal de choses sur qui il est, quoi. Ma maladie, ça va, hein, ça passe. Hein. En ce moment, je fais moins de crises d'épilepsie, mais par contre, c'est pour ça que je garde la casquette pour épileptique, parce que sinon, si je la garde pas, je risque de m'ouvrir la tête et de faire des chutes. Dorian va mieux. Et depuis quelques mois, avec Françoise, sa maman, il prépare le spectacle de l'association Décibel à laquelle ils ont adhéré. C'est une musique où on est obligé de suivre les paroles. Ça va très très vite. Il parle toujours des jeux télévisés, qu'il a envie d'aller aux jeux télévisés, il a envie de passer à la télé. C'est un petit peu le rêve de n'importe quel enfant. C'est pas toujours accessible. Et là, ce spectacle lui donne la possibilité de se produire sur scène et d'exprimer quelque chose. Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Tu ne connais que moi et ton ami Pierrot. Ce spectacle offre aussi à Françoise l'occasion de s'exprimer sur cette vie pas comme les autres. Que je serai toujours là pour t'apprendre cette vie que tu n'apprendras pas, car ta vie s'est figée. Des paroles si justes dans ce contexte qu'elles suscitent inévitablement l'émotion de celui qui écoute. On ne peut pas t'admirer autant que je t'admire. Pourtant, Dorian, lui, n'est pas d'accord. De te voir m'appartenir. J'ai pas envie de faire pleurer tout le monde, j'ai pas envie que ça me fasse pleurer moi aussi, et j'ai pas envie de faire aussi pleurer le public. Donc. Dorian a raison. Ce spectacle, il le vit comme un cri de joie, un hymne à la vie et au bonheur, un moment de partage qui restera à jamais gravé dans son cœur. Sport, l'exploit n'a pas eu lieu aujourd'hui en 8e de finale des championnats du monde de hockey à Saint-Pétersbourg en Russie. Les Français se sont inclinés 4-0 contre les USA. Ils ont tenu bon lors du premier quart-temps, mais se sont effondrés ensuite, essuyant un sérieux revers. Il faudra donc battre la Finlande ou le Canada pour espérer une place en quart de finale, et ce ne sera pas facile. Et puis souvenez-vous, il y a 40 ans, les Verts de Saint-Étienne jouaient un match mémorable contre le Bayern de Munich en finale de Coupe d'Europe. La victoire avait échappé de peu aux Stéphanois qui se sont malheureusement inclinés 1-0. Un drame national à l'époque pour ce club adulé de toute la France. En 1976, le club avait déjà remporté 8 titres de champion de France. Et les festivités ont lieu en ce moment à Saint-Étienne pour que le souvenir reste. Et quel souvenir ?
Aventure, Katia Lafaille est sur le point de larguer les amarres pour une nouvelle aventure à vélo et en solo. L'épouse de l'himalayiste Jean-Christophe Lafaille, disparu en 2006 en Himalaya, s'apprête à traverser l'ouest du Canada. Un voyage de 3000 km en autonomie, comme un besoin de s'évader. Ariane Comte-Savary et Nathalie Rapuc l'ont rencontré quelques jours avant son départ. Elle aurait pu ne rien changer à son quotidien de mère célibataire. Une vie bien rangée à Valorcine avec Tom, son dernier fils. Moi, je pars dans 4 jours, hein. Donc t'as toujours pas préparé tes habits, tes affaires de montagne. Mais Katia Lafaille part régulièrement à l'aventure. C'est une question de survie. J'ai besoin vraiment d'avoir ces ruptures, de quitter cette zone de confort dans laquelle je suis et de partir. 40 jours durant, sur son vélo, elle va sillonner l'ouest du Canada, de Vancouver aux portes de l'Alaska. 3000 km quasiment en autonomie. Dans ses sacoches, quelques vêtements, un kit de toilette, un autre de cuisine, une trousse de secours et une bombe anti-ours. Elle risque d'en croiser. C'est une bombe au poivre, très puissante. Je vais relire la notice après, j'ai regardé la date de péremption. Je crois qu'elle est un peu périmée, mais bon, ça devrait aller. 25 kilos de matériel au total. Pas un gramme de superflu, si ce n'est la poule. Elle fait 124 grammes. C'est le doudou de Tom. Et aujourd'hui, il a 15 ans, mais elle nous suit depuis qu'il a 2 ans. Il a cette poule et son père l'a emmenée sur plein de sommets de plus de 8000 mètres. Donc elle a beaucoup voyagé. L'ombre de Jean-Christophe Lafaille, son mari, célèbre alpiniste disparu il y a 10 ans dans le Makalu, plane encore. Mais Katia poursuit son chemin bien à elle. L'environnement que je vais trouver là-bas, ça va être assez proche, je pense, de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire avec du relief, très montagneux. Ça va être à peu près la même chose, avec à la taille XXL, mais je pense que ça va être assez similaire. 6 à 8 heures de vélo par jour, un bivouac modeste. Si Katia voyage, c'est pour revenir à l'essentiel. On devient libre, justement. On a cette liberté intérieure. C'est que quand on n'a plus trop de besoins, on a une forme de liberté parce qu'on peut vivre avec peu de choses. Et quand on peut vivre seul, qu'on est bien avec soi-même, ou qu'on peut se contenter de peu de choses, on est libre. L'aventurière partagera son expérience dans un blog et sur les réseaux sociaux. Elle espère ainsi donner à d'autres le goût du voyage et de la simplicité. Et on termine avec un spectacle artistique très original que vous pourrez voir ce soir à la Rampe des Chirolles en Isère. C'est un collectif de jongleurs lyonnais qui a imaginé une mise en scène entre danse, jonglage, poésie et humour. Xavier Schmitt, Franck Serroni. Ils rivalisent d'adresse, précision du geste, élégance des figures. 7 jongleurs, 7 virtuoses. Ils font oublier leur prouesse technique pour vous ouvrir le champ de l'imaginaire. Les balles virevoltent ou flottent dans l'air. Chaque spectateur les voit à sa manière. Au début, j'ai pensé à l'eau, car c'était assez fluide et tout ça. Et après, j'ai pensé aux étoiles. C'est comme si je jonglais avec des étoiles, car il y avait le fond foncé avec les boules vraiment claires. Ça fait penser un peu à une horloge. Des fois, ils étaient en même temps, des fois, ils n'étaient pas en même temps. Ils tournaient. C'était très joli. Les beaux orages qui nous étaient promis. Le titre est poétique, comme toutes les créations de cette troupe lyonnaise. Depuis 2003, sur les scènes de France et d'Europe, elle transfigure cet art venu du cirque. La balle, elle est ce support à la création du mouvement. Elle est aussi un support à l'imaginaire. C'est souvent très difficile parce que ça demande à être peaufiné. Mais c'est pour essayer d'avoir des impressions, des perceptions simples et qui mettent en relation le mouvement, la musique et bien sûr la qualité des lancers et des rattrapés. Ces maestros du jonglage se distinguent par les liens qu'ils tissent avec la danse et la musique. Ici, une œuvre contemporaine spécialement composée. Et le ballet des balles n'interdit pas l'humour. Du coup, on joue beaucoup avec les attentes du spectateur, de lui montrer, par exemple, un chemin, de lui tracer un chemin, et d'un coup, on va dévier de ce chemin. Et forcément, ces ruptures, à la fois dans les rythmes et dans
narration, il y a quelque chose d'humoristique. Ouais. De bon en rebond, le public peut se poser la question, mais qui mène le jeu? Les jongleurs ou les balles? Et voilà pour l'information.